Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Josiane Desteuc, Calville, en Normandie, au beau milieu de l'été 2009. Luc Rabin, guichetier à la SNCF, rentre chez lui et trouve la maison vide. Sa compagne, Josiane Desteuc, a mystérieusement disparu. Inquiet, il prévient les gendarmes qui entament aussitôt des recherches. En vain. 5 mois plus tard, son squelette démembré est retrouvé dans un sac de couchage caché sous des branchages. De son côté, Luc est dévasté, mais tant bien que mal, il tente de reconstruire sa vie. Jusqu'à ce qu'un gendarme qui a repris l'affaire en 2012 fasse une étrange découverte dans le dossier. L'affaire Josiane Desteuc, un podcast inédit de Chroniques criminelles. Milieu de l'année 2012, en Normandie. C'est l'effervescence à la gendarmerie. Grâce à la clairvoyance d'un officier, une enquête très complexe est sur le point d'être résolue. Un crime sans témoin ni indice sur lequel plane depuis 2 ans le mystère le plus total. Mais les apparences vont bientôt voler en éclats pour révéler l'impensable. Une affaire hors du commun, restée gravée à jamais dans la mémoire des habitants. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter plus de 3 ans auparavant. Tout commence dans l'un des coins les plus tranquilles du nord-ouest de la France. On est en Normandie, dans le département de l'Eure. Clémentine Biziot, journaliste. C'est une région très rurale. Donc c'est beaucoup de plaines d'agriculture, de terrain. Virginie Salvetti, journaliste. Et des petites villes encerclées de forêts. À moins de 150 km de Paris, Brionne est située en plein cœur du département de l'Eure. Une localité de taille moyenne, plantée dans un décor typiquement normand. Brionne, c'est une commune de 4000 habitants. C'est le centre névralgique du coin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de commerces. Il y a une petite vie à Brionne, tout le monde se croise, il y a le marché, il y a une vie associative assez importante. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Donc du coup, c'est vrai que tout le monde se connaît un peu, quoi. Et les gens qui habitent dans les communes aux alentours, qui sont des communes plutôt résidentielles, viennent travailler à Brionne, qui est une ville assez dynamique. C'est ici, dans l'agglomération de Brionne, que Josiane Desteuc a toujours vécu. Cette quadragénaire est employée comme cadre supérieur à l'hôtel de ville. Josiane Desteuc, elle habite à Calville, à quelques kilomètres de Brionne. Tous les jours, elle se rend à Brionne où elle travaille à la mairie. Elle est surtout au service de l'urbanisme. Donc c'est elle qui s'occupe des dossiers de permis de construire. Corinne Gauthier, avocate des parties civiles. Et qui vérifie que les dossiers sont en état pour accorder ou pas les permis de construire. Voilà quelques mois que Josiane Desteuc a été promue au poste stratégique de directrice de l'urbanisme. Valérie Beuriot est l'actuelle maire de Brionne. Pendant des années, il a travaillé en étroite collaboration avec Josiane jusqu'à devenir son ami. J'ai été élu adjoint au maire de Brionne en 1995. Josiane était déjà agent à la ville de Brionne. Valérie Beuriot, maire de Brionne et amie de Josiane. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai été amené évidemment à la côtoyer de façon très régulière. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pris plaisir à travailler. Josiane Desteuc fait l'unanimité à la mairie de Brionne. Yannick Lucas, le directeur des services techniques, en sait quelque chose.
Ah, Josiane au travail, c'était quelqu'un de très assidu. Ouais, c'était vraiment une collaboratrice efficace et sur laquelle on pouvait compter. Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. On aurait bien aimé, je pense, dans tous les services, avoir cette collègue parce qu'elle est vraiment conviviale. Les collègues de Josiane en dressent tous le même portrait, celui d'une professionnelle exigeante, doublée d'une femme pleine de charme et d'élégance. Toujours bien coiffée, bien habillée, qui prend soin de sa ligne. Enfin, on voit que c'est quelqu'un qui s'entretient, qui est soucieuse de son apparence et qui est très coquette. C'est une très très jolie femme. En plus d'être une très belle femme, c'est aussi une femme qui est généreuse, avenante, très sociale pour son entourage. Josiane Destock jouit d'une excellente situation professionnelle, mais aussi d'une vie personnelle tout à fait harmonieuse. Josiane Destock, elle a une fille unique qui s'appelle Virginie, qui a une 20aine d'années. Elle a eu Virginie au cours d'une première union. Sa fille, c'est son rayon de soleil. Et en plus, elle va être maman, donc Josiane va devenir grand-mère, pour son plus grand bonheur. Josiane a longtemps été mariée avec le père de Virginie. Mais dans les années 90, elle rencontre celui qui partage désormais sa vie. Il s'appelle Luc Rabin. Et c'est en allant louer des films vidéo qu'elle a fait sa connaissance. Elle fréquente un vidéoclub assez régulièrement. Et en fait, elle va rencontrer le patron du vidéoclub, un certain Luc, et tomber un peu sous son charme. De fil en aiguille est née une relation amoureuse, et elle a fini par quitter le père de sa fille, donc son premier mari, pour s'installer avec Luc Rabin. En cette année 2009, Luc Rabin n'a plus son vidéoclub depuis longtemps. Il travaille aujourd'hui comme employé commercial à la SNCF. Voilà près de 15 ans que Luc et Josiane vivent en concubinage tout près de Brionne. Josiane et son compagnon habitent un petit village qui jouxte Brionne, qui s'appelle Calville, situé sur les hauteurs par rapport à Brionne, qui est en fond de vallée. Ils habitent tous les deux dans un petit pavillon, une maison sympathique, particulièrement bien tenue, et elle me dit souvent qu'ils participent ensemble à du bricolage pour améliorer la maison. En tout cas, pour tous leurs voisins, pour ses collègues à la mairie, Josiane semble très heureuse auprès de Luc. C'est un homme châtain, décrit par tout le monde comme étant très sympathique, mais plutôt introverti. Il a un handicap, il est malentendant, donc il est appareillé d'une oreille. Luc l'a parfois vécu comme une infirmité, et donc il en a développé finalement des complexes. Ce qui l'a rendu d'ailleurs relativement taiseux, comme on dit. Voilà, il n'a pas énormément d'amis, il ne se lie pas facilement avec les gens. Josiane et Luc, une femme et un homme au caractère diamétralement opposé, mais qui se complètent parfaitement. Il y avait effectivement par rapport à Josiane une forme de contraste, puisque Josiane était quelqu'un de plutôt expansive. Il est plutôt en retrait par rapport à Josiane, et c'est plutôt Josiane qui a la maîtrise du couple, ce qui m'a semblé. Un travail qui la comble, une fille qu'elle aime par-dessus tout, et un compagnon avec qui elle a refait sa vie. Ainsi s'écoule l'existence de Josiane Destock, jusqu'au milieu de l'été 2009. Tout commence le lundi 17 août précisément. À la mi-journée, il règne déjà une chaleur suffocante sur Brionne et sa région. Comme chaque jour, Luc Rabin rentre à son domicile pour déjeuner avec sa compagne. Il arrive devant le pavillon du couple, et là, il y a déjà une première chose qui l'interpelle, c'est que les volets de la maison sont fermés. La porte est close, donc il trouve ça très étrange. Il rentre à l'intérieur du pavillon, fait le tour des pièces. Josiane est absente.
Aucune trace de Josiane. La maison est déserte. Luc s'étonne, d'autant qu'elle ne lui a pas laissé de message téléphonique, ni le moindre petit mot d'explication. Où pourrait bien se trouver sa compagne ? Luc, en rentrant à la maison, en plus, se rend compte qu'il manque le téléphone portable de Josiane, son sac, 500 € en liquide et en plus une valise. Une petite valise avec des vêtements de Josiane qui a disparu, qui n'est pas dans la maison. Alors là, Luc Rabin commence à s'inquiéter. Clémentine Biziot, journaliste. Où est-elle allée ? Pourquoi a-t-elle pris une valise ? Et surtout, pourquoi elle ne lui a rien dit ? Pour quelle raison serait-elle partie à l'improviste ? Étrange, car lorsqu'ils se sont quittés à peine quelques heures auparavant, tout semblait normal. La dernière fois qu'il l'a vue, c'est à 4h30 ou 4h45 du matin. Corinne Gauthier, avocate des parties civiles. Lorsque lui-même part prendre son poste d'agent SNCF, il dit l'avoir embrassée sur le nez et lui avoir laissé un petit mot d'amour. Virginie Salvetti, journaliste. Donc tout allait bien ce matin. Rien ne laissait supposer qu'elle allait disparaître. À 14h30, fou d'inquiétude, Luc décide de contacter la gendarmerie locale. Et très vite, il explique que Josiane traverse une période quelque peu délicate. En cause, dit-il, un accident domestique dont elle a été victime 1 mois plus tôt. Josiane va tomber dans l'escalier, se fracturer le coude et elle va se taper la tête contre le mur de cette descente d'escalier et s'occasionner un traumatisme crânien important. Là, tout d'un coup, du jour au lendemain, elle se retrouve immobilisée, fragilisée physiquement et du coup aussi moralement. Donc c'est une mauvaise passe pour Josiane à ce moment-là. Résultat, un arrêt maladie qui se prolonge depuis plusieurs semaines. Josiane, dit-il, vit très mal cette situation, elle qui est si investie professionnellement. Parce qu'elle ne peut pas se rendre à son travail, parce qu'elle ne peut pas s'occuper d'elle comme elle aime le faire quotidiennement, parce qu'elle ne peut pas être autonome comme elle aime l'être habituellement, elle commence à devenir un peu dépressive, un peu taciturne et à être assez dure avec son compagnon Luc. Face aux gendarmes, Luc Rabin se dit même persuadé que ces récents événements pourraient constituer un début d'explication à la disparition de Josiane. Et c'est là où Luc va commencer à dire, écoutez, moi je comprends pas, c'est vrai qu'effectivement elle était un peu déprimée à cause de son accident ces derniers temps. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Elle ne serait pas partie sans me prévenir. Bon, maintenant, si elle l'a fait, c'est qu'elle avait peut-être besoin d'air. D'ailleurs, Luc Rabin va plus loin encore. Il dit qu'il a une petite idée de l'endroit où elle aurait pu se rendre. Josiane serait partie en Espagne. C'est une intuition, une idée qu'il a et il explique que peut-être qu'elle peut être en Espagne parce qu'il y a quelques mois, ils avaient fait un voyage tous les deux, un voyage en amoureux. Peut-être est-elle retournée à Barcelone parce qu'on avait beaucoup aimé cette ville et peut-être qu'elle est repartie toute seule là-bas. Elle a peut-être eu envie de partir, profiter, prendre du bon temps et certainement revenir à la naissance de son petit-fils ou de sa petite-fille. Tandis que la gendarmerie s'interroge, il lui faut désormais prévenir les proches de Josiane. Et d'emblée, Luc Rabin leur dit se sentir responsable de la situation. Il explique qu'il s'en veut, qu'il a peut-être pas été assez présent pour Josiane alors qu'elle avait besoin de lui dans ces moments de convalescence, dans ces moments difficiles. Il va même aller voir la famille de Josiane pour leur dire à quel point il se sent coupable et responsable de la disparition de Josiane, qu'elle a sûrement tout quitté parce qu'il ne s'est pas bien occupé d'elle, parce qu'il n'a pas assez pris la mesure de sa souffrance. Toujours aucune nouvelle de Josiane. Luc est impuissant et il s'en veut terriblement. En désespoir de cause, il n'a plus qu'une seule solution, s'en remettre à sa belle famille. Luc Rabin va demander à beaucoup de gens d'appeler Josiane en disant peut-être que moi, elle veut pas me parler.
Appelez-la, elle, dites-lui qu'il faut qu'elle revienne, que si elle veut plus me voir, je vais m'en aller. Luc appelle la maman de Josiane en la suppliant d'appeler Josiane, de lui laisser un message, en se disant qu'elle y arrivera peut-être à la faire revenir. Malheureusement, même quand sa famille l'appelle, le téléphone de Josiane bascule à chaque fois sur messagerie. Alors, est-elle, oui ou non, en Espagne ? Et pourquoi aurait-elle abandonné Luc du jour au lendemain ? Donc toute la famille de Josiane va être auprès de lui pour le réconforter finalement, pour dire mais voilà, on ne comprend pas ce que Josiane vient de te faire. Tu as évidemment tout notre soutien et un soutien qui va aller très très loin. Et la famille d'Estoc va essayer de le rassurer en disant mais non, enfin voilà, toi t'es quelqu'un de trop gentil avec elle, t'as absolument rien à te reprocher, enfin voilà. Une femme qui se volatilise, un homme éploré, une famille totalement démunie. Cela fait 2 jours que Josiane d'Estoc a disparu, lorsque tout s'accélère. Brigade de gendarmerie de Bernay, à proximité de Brionne, le 19 août 2009. Il y a un homme qui se présente à la gendarmerie et il explique qu'il a trouvé un téléphone portable sur la départementale 26. C'est la départementale qui relie Brionne à Calville. Donc en fait, c'est le trajet qu'emprunte tous les jours Josiane pour aller travailler. Un homme qui fait du vélo a remarqué en fait sur un chemin un téléphone portable. Et ce téléphone portable, finalement, on va demander à Luc, vous connaissez ce téléphone, et c'est celui de sa femme, c'est celui de Josiane. Le bornage du téléphone de Josiane ne donne rien. Et lorsque les gendarmes en examinent le contenu, ils n'y trouvent que les nombreux messages de Luc. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce téléphone ? On ne va retrouver que des traces de l'inquiétude de Luc. On va voir en fait que Luc fait des SMS pour tenter de retrouver Josiane. Il s'inquiète. Des messages de Luc Rabin dans lesquels il lui demande où elle est, t'es où, qu'est-ce que je t'ai fait, c'est pas marrant, reviens. Enfin bref, on y lit dans ces messages beaucoup d'inquiétude et un concubin qui s'inquiète légitimement de ce départ de sa compagne. Reste que la découverte de ce téléphone n'a rien de très rassurant. Les gendarmes ouvrent une enquête pour disparition inquiétante et commencent aussitôt les recherches. Ils dégainent notamment la brigade cynophile pour chercher et dans les gares, et dans les taxis, et dans les compagnies de location de voitures s'il y a une trace de Josiane, mais ils ne trouvent aucun indice qui permettrait de laisser supposer qu'elle soit partie quelque part. Les gendarmes vont aussi procéder à une enquête de voisinage, ils vont aller taper aux portes des voisins, ça ne donne pas grand-chose. Il y a uniquement un voisin qui déclare avoir vu Josiane, mais c'était la veille, le 16 août 2009, elle était dans son jardin en compagnie de Luc Rabin. Ils étaient tous les deux très unis, physiquement très proches, ils se tenaient la main. Les autres voisins n'ont rien à dire et n'ont rien vu. Comme cela arrive souvent en pareil cas, Luc est brièvement placé en garde à vue. Mais les enquêteurs ne relèvent aucune incohérence dans ses déclarations. Quant à son alibi, il paraît indiscutable. Il se trouvait au travail lorsque Josiane a disparu. Alors que Luc Rabin est mis hors de cause, les enquêteurs, eux, tentent de trouver une autre piste. Alors ils interrogent un par un tous les collègues de travail de sa compagne. Ils vont nous poser beaucoup de questions. Quelles étaient les relations qu'elle avait avait-elle été se promener en Espagne Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. On s'est cru presque des coupables quand les gendarmes nous ont interrogés. Et au fil des auditions, ce qui ressort, c'est que Josiane était passée par des phases où on peut penser qu'elle était un peu déprimée. Valérie Buriot, maire de Brionne et amie de Josiane. Avec un tempérament moins enjoué, peut-être plus soucieux. Parmi les proches du couple, les témoins sont catégoriques. Ces derniers temps, Josiane semblait tourmentée. Elle ne supportait plus de devoir rester chez elle à cause de son arrêt maladie.
Ce qui ressort, c'est que dans ce couple, tout n'était pas sans nuages, loin s'en faut, et qu'il y avait aussi des périodes de tension, voire de fortes tensions. Derrière cette vie parfaite en apparence, il y avait des hauts et des bas. Virginie Selvetti, journaliste. Josiane n'allait pas si bien que ça, et elle a très probablement dû partir volontairement pour fuir un peu son quotidien. Tandis que les auditions se multiplient, de nombreux bruits se propagent dans les couloirs de l'hôtel de ville. Pourquoi Josiane aurait-elle tout abandonné d'un seul coup ? Évidemment, rapidement, des rumeurs apparaissent. Elle est partie avec quelqu'un d'autre. Elle a quitté Luc. C'est un peu l'explication qui cadrait en disant elle a pris sa valise, son sac à main, les économies. Corinne Gauthier, avocate des parties civiles. Et cet amant est venu la chercher et l'emmener, quoi. Josiane Destock avait-elle un amant ? Les gendarmes doivent à tout prix en avoir le cœur net. Même si, parmi ses proches, cela semble difficilement imaginable. Ces rumeurs, personnellement, je ne les accepte pas parce que je connais le couple et il me semble que Josiane n'aurait jamais quitté ce domicile pour quelqu'un d'autre. Ça me paraît absurde. Dans la famille de Josiane, la thèse de l'amant, elle prend pas du tout. Personne n'y croit. Ça colle pas. En tout cas, à l'honnêteté, à la droiture de Josiane, ça ne correspond pas au profil de Josiane. Une seule certitude à ce stade. Personne n'a jamais vu Josiane au bras d'un autre homme que Luc. La piste de l'amant mènerait-elle en réalité à une impasse ? Pour son entourage, en tout cas, il reste encore un espoir de la voir réapparaître, car c'est bientôt la fin de son arrêt maladie. Début septembre 2009, Josiane doit en effet revenir à son travail. Et surtout, c'est à cette période que Virginie, sa fille unique, doit donner naissance à son premier enfant. Et puis, quand le jour où elle doit reprendre son emploi arrive et qu'elle n'est pas là, tout le monde se dit, peut-être qu'elle va revenir quand le bébé va naître, parce que, pour le coup, la naissance de son premier petit enfant, c'est hyper important pour elle. Là, Virginie accouche et finalement, Josiane ne revient pas non plus. Clémentine Bizio, journaliste. Donc là, ça commence à devenir terriblement angoissant. Qu'a-t-il bien pu arriver à Josiane pour que l'événement le plus attendu, celui du moment où on devient grand-mère, la naissance, une naissance... Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Comment peut-elle ne pas être présente à ce moment-là ? C'est inexplicable. Josiane est maintenant grand-mère depuis plus de 3 mois et toujours rien. L'enquête piétine. Pour sa famille et pour Luc, son compagnon, c'est la même incompréhension. Luc a une telle peine que même sa belle famille ne parvient même plus à le soutenir en réalité. Et ce qui va se passer, c'est que Luc dira même qu'il est tellement effondré qu'il n'arrive même plus à vivre dans la maison. Et donc Luc va finir par quitter la maison. Il va finir par aller vivre chez ses beaux-parents quelque temps. Et il va même demander à Virginie, la fille de Josiane, de se porter partie civile avec lui, puisque la disparition de Josiane va commencer à tourner à l'obsession dans sa tête. Plus le temps passe, et moins Luc parvient à surmonter l'absence prolongée de Josiane. Il fait donc tout pour prêter main forte à la gendarmerie. C'est quelqu'un qui va être très actif auprès des enquêteurs, pour être un petit peu l'aiguillon de cette enquête, faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps mort, qu'on puisse explorer toutes les pistes. Il va jusqu'à se rendre en Espagne, sur les lieux où ils étaient allés en vacances quelques mois plus tôt, persuadé que Josiane est retournée là-bas, est retournée vivre là-bas. Des milliers de kilomètres au compteur et pas le moindre signe d'elle. À chaque fois qu'il a un moment à lui, Luc déploie toute son énergie pour retrouver sa trace. Il
va tenir un pressbook dans lequel il va mettre tous les articles de journaux qui paraissent sur la disparition de Josiane. Il les collectionne, il les range méthodiquement dans un petit classeur, il est très scrupuleux, il va aussi consigner toutes ses déclarations qu'il fait aux gendarmes. Comme quelqu'un qui est obsédé par cette recherche de la vérité, de savoir absolument ce qui est arrivé à Josiane, ce qu'elle est devenue. Alors que Luc Rabin recherche toujours inlassablement sa compagne, rien ne se passe. L'enquête est au point mort. Jusqu'à ce jour fatidique de la mi-janvier 2010. 5 mois ont passé depuis la disparition si mystérieuse de Josiane Desteuch. Le 17 janvier 2010, un promeneur se balade dans la forêt de Lyons. Et c'est à environ 80 km de Brionne. Donc c'est vraiment à l'autre bout du département, dans la partie qu'on appelle le Vexin normand. Et c'est là que l'affaire rebondit, puisque c'est un promeneur qui va tomber en fait sur un crâne humain. En pleine campagne, il tombe sur un crâne humain. Un crâne en contrebas du fossé, du chemin. Il appelle immédiatement les gendarmes qui arrivent sur place avec les techniciens d'identification criminelle. Tout le secteur de Lyons-la-Forêt est aussitôt bouclé par la gendarmerie. Ce crâne, découvert à demi enterré, semble avoir séjourné plusieurs mois dans ce lieu très isolé. Les gendarmes vont confirmer qu'il s'agit bien d'un crâne humain qui est sorti d'un sac de couchage dans lequel il y a un corps entier, un corps dont il ne reste plus grand-chose. Des restes d'ossements humains emballés dans du ruban adhésif, mais visiblement qui ont été à moitié mangés par des charognards. Donc c'est une découverte vraiment macabre. Donc là, les gendarmes se disent que la personne qui se trouvait dans ce sac ne s'y est pas enfermée toute seule et que manifestement, on a affaire à la découverte d'un cadavre et d'une mort qui n'a pas été une mort volontaire. Un cadavre de femme en état de décomposition dans un sac de couchage. Aucun doute possible, il s'agit bien d'un homicide. Mais reste encore à identifier ce corps. Les gendarmes commencent alors par recenser toutes les disparitions signalées dans la région. Et donc rapidement, les enquêteurs sont sur la piste de Josiane Desteuch qui correspond à la fois par la date et par le signalement à la découverte de ce squelette. Pour avoir la certitude que ce squelette est bien le corps de Josiane Desteuch, il compare avec l'ADN de sa fille. Et effectivement, 99,997% de concordance, donc c'est Josiane Desteuch. Après 5 mois d'attente interminable, c'est le choc. Pour sa famille, pour sa fille Virginie, qui vient tout juste d'être maman, tout s'effondre brutalement. Il pensait jusqu'au dernier moment qu'elle pouvait revenir, qu'elle était encore en vie. Il s'accrochait à cette disparition volontaire. Et là, c'est vraiment un coup de massue d'apprendre qu'elle a été tuée. Ça sonne le glas de leurs espérances. Et ils se disent qu'en réalité, elle est là depuis le mois d'août. Corinne Gauthier, avocate des parties civiles. Et qu'on a laissé leur sœur, mère ou fille mourir dans le fin fond d'une forêt. On ne respecte même pas son cadavre. Tandis que la presse annonce l'impensable nouvelle, l'émotion se répand aussi en mairie de Brionne, là où Josiane avait accompli toute sa brillante carrière. Il y a beaucoup de tristesse dans l'équipe des services techniques, en particulier ceux qui la côtoyaient le plus. Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. C'est difficile à admettre, c'est presque impossible. C'est la douche froide. C'est la douche froide parce qu'on ne s'attendait pas à cette solution macabre. C'est vraiment insupportable, quoi. C'est proprement une réaction d'horreur. Et c'est quelque chose, effectivement, qui nous a profondément choqués. Valérie Buriot,
maire de Brionne et ami de Josiane. Et l'environnement de Brionne, c'est la campagne, hein, relativement paisible. Donc ça a été un coup de tonnerre, hein, véritablement dans un ciel quasiment sans nuages. Une famille dévastée, des amis et collègues anéantis, l'onde de choc gagne toute la population de Brionne et des environs. Luc Rabin, lui, effondré et très entouré. Luc Rabin et la famille se regroupent pour pleurer ensemble le décès de Josiane. Virginie Selvetti, journaliste. À ce moment-là, l'incompréhension et la colère de Luc font place à la tristesse, au désespoir. L'ultime espoir est effondré. Il va se consacrer dorénavant pleinement à essayer de rechercher qui a pu en vouloir à Josiane au point de l'assassiner. Mêmes interrogations dans les rangs de la gendarmerie. Que s'est-il passé au juste au cœur de l'été 2009 ? Quel secret pourrait bien dissimuler le meurtre de Josiane Destock ? Une affaire qui va bientôt connaître un invraisemblable coup de théâtre. Janvier 2010. Après l'identification du corps, l'enquête change de dimension. La section de recherche de la gendarmerie de Rouen est désignée pour reprendre tout le dossier Josiane Destock. On sort de l'artillerie lourde, c'est-à-dire que l'enquête est confiée à la SR de Rouen. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. Les limiers locaux, quoi. Hein. Donc on est quand même sur du très haut niveau. C'est un service aguerri avec des enquêteurs chevronnés. Clémentine Bizio, journaliste. Qui ont l'habitude des enquêtes difficiles, qui ont l'habitude de travailler sur des crimes. Première étape pour ces enquêteurs, l'autopsie du corps de la victime. Un examen médico-légal rendu très difficile par l'état de décomposition du cadavre. Effectivement, le médecin légiste dit au début « Je ne sais pas de quoi elle est morte, mais elle n'est pas morte d'un coup de fusil. On ne retrouve pas de traces de projectiles, on ne trouve pas de traces de crâne fracassé ou de côte cassée. Il n'y a rien de tout ça, en tout cas. » En fait, le corps est beaucoup trop dégradé pour que l'on puisse déterminer les causes de la mort. Un crime dont le scénario reste un mystère. Les gendarmes décident alors de réinterroger tous les collègues de la victime. Et cette fois, ce n'est plus un amant qu'ils recherchent, mais un ennemi. Un de nos collègues est mis sur la sellette, semble-t-il, parce qu'il pourrait être le meurtrier. Donc il s'agit d'un agent des services techniques. Certains collègues ont assisté à des disputes entre eux. Donc il s'agit d'un dénommé Christian qui s'en serait pris à Josiane de façon virulente. Les enquêteurs vont creuser cette piste et puis à un moment donné, ils vont aussi se rendre compte que ce Christian connaît très bien la forêt de Lyons où a été découvert le corps de Josiane. Et pour cause, Christian est un chasseur, il chasse, il se rend très souvent dans cette forêt. Ce conflit professionnel aurait-il basculé dans le crime ? Une piste très séduisante pour les enquêteurs. Ce fameux Christian est aussitôt placé en garde à vue. Mais rapidement, les gendarmes se rendent compte que cette piste ne tient pas la route. Christian a un alibi solide, il ne peut pas être l'auteur du crime de Josiane. Cette piste tombe à l'eau. Effectivement, c'était quelqu'un de gentil, serviable. C'est vrai qu'il avait peut-être eu quelques problèmes avec certains agents, mais c'était totalement improbable que Christian puisse être l'auteur de ce drame. Section de recherche de Rouen, automne 2012. 2 ans après le meurtre de Josiane Destock, toutes les pistes ont été explorées. Et pourtant, rien n'avance. Alors que l'espoir d'identifier son meurtrier s'amenuise, un événement vient tout précipiter. En fait, on va changer de directeur d'enquête pour la confier à un certain Christophe, qui lui va relire tous les éléments du dossier. Cet enquêteur est un expert en criminologie, il n'en est pas à son coup d'essai.
qu'il décide de reprendre le dossier et de parcourir page par page de nouveau tous les éléments. Et très vite, ce capitaine de gendarmerie fait une découverte pour le moins intéressante. Il relève un détail qui avait échappé à ses prédécesseurs. Il va découvrir des virements du compte bancaire commun vers une personne totalement inconnue, un certain Gabriel, qui n'a jamais été entendu dans l'enquête, on ne sait pas qui c'est. Et c'est des chèques qui sont envoyés de manière assez fréquente, comme si il y avait une dette à rembourser. Le gendarme a de quoi s'interroger. Que signifient ces virements bancaires depuis le compte commun du couple? Pour lui, il y a plus étonnant encore. Ces transferts d'argent commencent du vivant de Josiane et continuent bien après sa mort. Après avoir épluché les comptes bancaires de Luc Rabin, les enquêteurs regardent du côté de la ligne téléphonique de Luc Rabin et s'aperçoivent que Luc est très souvent en contact téléphonique avec ce dénommé Gabriel. Donc là, l'enquêteur va se dire, il faut savoir qui est ce fameux Gabriel, il faut qu'on creuse, il faut qu'on sache pourquoi il y a des mouvements d'argent entre les deux hommes. Luc, le compagnon de Josiane, aurait-il quelque chose à cacher? Gabriel est aussitôt convoqué. Il est âgé d'une vingtaine d'années de moins que Luc Rabin. L'officier de gendarmerie commence à le questionner. Il va raconter que oui, il connaît bien Luc Rabin. Ils se sont rencontrés en 1987 au vidéoclub tenu par Luc à Brionne. Gabriel, à l'époque, est mineur, mais ils s'entendent bien puisqu'il venait très régulièrement louer des cassettes. Et en fait, est née petit à petit une relation complice entre les deux hommes. Luc Rabin tient son vidéoclub et essaye par tous les moyens de le faire tenir. Les affaires ne sont pas si bonnes que ça. Et Gabriel explique que lorsque le vidéoclub a commencé à faire faillite, Gabriel a proposé de l'aide à Luc Rabin. L'enquêteur le sent, cette audition est en train de basculer. Gabriel se lance alors dans un monologue qui le laisse sans voix. Et là, il va se mettre à table. Il raconte une histoire totalement folle. Là, c'est l'affaire dans l'affaire. Luc Rabin s'est confié à Gabriel en lui disant « J'ai des difficultés financières, je suis proche de la faillite ». C'est ainsi que Gabriel va décider de l'aider. Et donc, ils vont décider ensemble de subtiliser 750 000 francs à l'époque au grand-père de Gabriel. 750 000 francs, soit environ 200 000 €. Une somme très importante dérobée au grand-père de Gabriel grâce à l'utilisation de plusieurs chèques falsifiés. Le gendarme n'en revient pas, mais son témoin providentiel n'en a pas terminé. Sauf qu'à l'époque, Gabriel est mineur, donc il ne peut pas récupérer tout cet argent. Et donc, le deal à nouveau, c'est que Luc Rabin récupère l'intégralité de la somme d'argent, les 750 000 francs, et qu'une fois que Gabriel sera majeur, Luc Rabin lui rend son dû. Une sorte de pacte secret aurait donc été scellé entre eux à cette époque. Sauf qu'avec la fermeture de son vidéoclub, pour Luc, financièrement, c'est la descente aux enfers. Quasiment ruiné, il n'aurait jamais tenu ses engagements. Luc Rabin a dépensé tout l'argent, y compris la part de Gabriel, Virginie Salvetti, journaliste. pour renflouer les caisses de son vidéoclub en faillite. Gabriel a pris son courage à deux mains, est allé voir Luc et lui a dit « Maintenant, tu me rembourses ». Et Luc, évidemment, étant loin d'être un gangster, a dit oui. Et donc, il a commencé à procéder à des remboursements. Pour le directeur d'enquête, c'est une avancée déterminante. Ces virements, effectués depuis le compte du couple, étaient donc destinés à éponger cette dette. Mais Gabriel ne s'arrête pas là. Clémentine Bizio, journaliste.
Il va aussi expliquer que Josiane avait fini par être au courant de cette dette qu'avait Luc Rabin envers lui-même. C'est pour cause, c'est même elle qui rembourse, qui fait les chèques à Gabriel. C'est surtout Josiane qui paie. Corinne Gauthier, avocate des parties civiles. Parce que Luc n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Josiane gagnait effectivement beaucoup mieux sa vie que son compagnon. Alors cette dette était-elle un motif de dispute au sein du couple ? Dans l'esprit du capitaine de gendarmerie, un scénario commence à se dessiner. Josiane a dû tomber de haut quand elle a appris cette dette qui avait été contractée par Luc Rabin. Valérie Beuriot, mère de Brionne et amie de Josiane. C'est quelque chose qui a dû profondément l'affecter. Dans un couple, normalement, on se dit tout. On peut imaginer qu'évidemment, son comportement vis-à-vis de Luc va changer du tout au tout. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est même pas les comptes sont à zéro, c'est que les comptes sont à moins maintenant, à cause de lui. Pour Christophe, le chef d'enquête, la piste intraconjugale se précise. D'autant que, selon les témoins, à l'inverse de Josiane, Luc se montrait des plus dépensiers. Lui qui avait pourtant connu une véritable dégringolade sociale et financière. Il a perdu un petit peu l'aura professionnelle qu'il pouvait avoir. En tant que guichet SNCF, il gagne un petit SMIC. Il a des horaires difficiles. On a d'un côté Luc qui chute, et on a Josiane qui, elle, à ce moment-là, passe d'agent de maîtrise à cadre, donc avec une augmentation de salaire, des responsabilités supplémentaires. Des trajectoires de vie totalement opposées, et cette histoire de dette qui empoisonnait la vie du couple depuis des années. Pour en savoir plus, la gendarmerie place Luc Rabin sur écoute téléphonique. Et là, c'est le coup de théâtre. Au téléphone, les gendarmes remarquent qu'il est tout à fait normal et ils vont même réaliser que Luc Rabin a refait sa vie. Et il a l'air parfaitement heureux. Et donc, on a un contraste saisissant entre l'image de Luc Rabin devant les enquêteurs et le Luc Rabin de la vie de tous les jours qui, en fait, s'est, semble-t-il, rapidement remis du décès de Josiane et semble vivre une belle vie. Près de 3 ans après le meurtre de Josiane, Luc file donc le parfait amour avec une autre femme que nous appellerons Nathalie. Elle habite à 200 km de Brionne. Le chef d'enquête s'attendait à tout, sauf à cela. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. En réexaminant toutes les pièces du dossier, il fait une autre découverte. Il tombe sur une photo qui l'interpelle, sur laquelle il y a Virginie, donc la fille de Josiane, qui est allongée dans le sac de couchage. Un sac de couchage qui ressemble étrangement à celui dans lequel nous avons retrouvé le corps de Josiane Desteuch. Ils vont tout de suite interroger Virginie. Et là, Virginie est formelle. Elle dit oui, je reconnais ce sac de couchage. Et étrangement, ce sac de couchage a disparu depuis que ma mère n'est plus là. Un couple qui semblait à la dérive, ses problèmes d'argent et maintenant ce détail si troublant du sac de couchage. Dès lors, toute l'affaire s'emballe d'un seul coup. Novembre 2012. Plus de 3 ans après la mort de Josiane Desteuch, le capitaine et ses hommes passent à l'action. Luc Rabin est interpellé. À cette époque, il coule des jours paisibles chez Nathalie, sa nouvelle compagne. On va le chercher pour une garde à vue. Et c'est un Luc extrêmement détendu, c'est-à-dire que l'anecdote est quand même assez dingue. Il part en garde à vue accompagné des gendarmes et il s'endort dans la voiture. On peut dire que franchement, il craint rien, quoi, le bonhomme. Hein. Il arrive à s'endormir alors qu'il devrait être ultra angoissé puisque placé en garde à vue, qui les conforte dans leur idée qu'il a finalement sans doute quelque chose à se reprocher. Les gendarmes ont une stratégie en tête. Ils veulent confronter Luc à tous leurs éléments pour le déstabiliser.
Mais il y a un problème. À l'époque de la disparition de Josiane, voilà 3 ans, leur suspect avait déjà été placé en garde à vue. Ils n'ont donc pas 48 heures devant eux, comme habituellement, mais seulement 17 heures. Les enquêteurs se mettent à 3 autour de lui. Il y a Christophe qui pose les questions à Luc, un enquêteur qui prend des notes et un autre qui le fixe du regard. Donc c'est une méthode des enquêteurs pour que Luc Rabin soit sous pression et commence à craquer. Mais c'est quand même une course contre la montre, puisque la garde à vue, il y a un temps limité, il faut aller vite, et les enquêteurs savent aussi que, étant donné qu'ils n'ont pas non plus de preuves scientifiques formelles, il faut des aveux. Le compte à rebours est enclenché, mais le suspect résiste à la pression. Non, dit-il, il n'est pour rien dans le meurtre de cette femme qui a partagé sa vie pendant 15 ans. Ce n'est qu'à la 4e audition, alors que la garde à vue touche à sa fin, que la situation bascule. Après un long silence, Luc Rabin fond brusquement en larmes. Les méthodes de Christophe vont fonctionner puisqu'il va finir par craquer. Et Luc va se mettre à table. Et Luc va dire effectivement, voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Et dans l'explication qu'il donne, il dit « j'ai voulu la faire taire ». Et il fait le geste de l'étranglement. Et les enquêteurs comprennent qu'effectivement, il a étranglé Josiane. Je l'aimais, mais je l'ai étranglée. Ainsi commence sa terrible confession. Comme s'il voulait soulager sa conscience, Luc raconte alors tout, sans rien cacher. À commencer par cette soirée du 16 août 2009. Ce qui apparaît, c'est qu'une dispute a éclaté, de plus, au sein du couple, et qui avait pour objet cette fameuse dette qui avait été contractée quelques années auparavant par Luc Rabin. Il va expliquer aux enquêteurs qu'elle va l'insulter, l'humilier. Corinne Gauthier, avocate des parties civiles. En lui disant qu'il est un minable, qu'il est couvert de dettes, qu'il n'a rien fait de sa vie et qu'en plus il est sourdingue. Luc Rabin, très complexé par son handicap, accuse le coup. Et c'est là, dit-il en quelques secondes, qu'il serait entré dans une rage incontrôlable. Luc Rabin explique aux enquêteurs que lorsqu'il était enfant, il était victime de moqueries parce que malentendant. Virginie Salvetti, journaliste. Le fait que Josiane le rabaisse et appuie sur son handicap, cela a réveillé chez lui des terribles souvenirs d'enfance. Et là, pour Luc Rabin, ce sont les mots de trop. Ça l'a mis dans une colère noire. Clémentine Bizio, journaliste. À ce moment-là, Luc Rabin voit rouge. Il se rapproche de sa compagne, la prend par le cou et il l'étrangle. Josiane ne respire plus. Que faire maintenant? Prévenir la gendarmerie? Luc Rabin reconnaît avoir longuement réfléchi avant de se décider. Il va au sous-sol chercher un duvet, du ruban adhésif, il va empaqueter le corps de Josiane. Il fait ça de manière très très précautionneuse. Ensuite, il prend le corps, il le charge dans le coffre de la voiture de Josiane. Il explique qu'il a attendu la tombée de la nuit pour prendre le volant, faire 80 km. Et il conduit à tout hasard, dans la nuit. Il ne sait pas trop où il va. Et puis, il décide de s'arrêter dans une forêt et de dissimuler le corps de Josiane sous des branchages. Le corps était effectivement très bien caché puisqu'il a fallu des mois avant que quelqu'un le découvre. À partir de là, Luc avoue avoir été dépassé par les événements, même si, au final, il ne laissera rien au hasard, ni les SMS d'angoisse envoyés sur le téléphone de Josiane, ni le fait d'avoir orienté méthodiquement les gendarmes sur de fausses pistes.
Il a été moteur, il a été particulièrement actif dans cette enquête. Valérie Buriot, maire de Brionne et amie de Josiane. Et du coup, rétrospectivement, on se dit que tout ça, c'était du calcul, de la manipulation. Il a manipulé tout le monde, il a orienté l'enquête, il a orienté la famille sur un départ volontaire. Il se constitue partie civile. Alors la constitution de partie civile permet de savoir ce qui se passe dans la procédure. Du coup, on se dit, en réalité, il voulait avoir un peu d'avance sur tout le monde pour savoir s'adapter par rapport à l'évolution de l'enquête. Du côté de la famille de Josiane, c'est la douche froide. Pour tous les proches, pour Virginie, sa fille, le sentiment de trahison est terrible. C'est un vrai cataclysme. C'est un vrai cataclysme parce que ils ont pris sous leur aile ce fameux Luc Rabin. Ils l'ont soutenu, ils l'ont rassuré aussi. Ils lui ont dit qu'il fallait pas qu'il se sente coupable. Même sidération à l'hôtel de ville de Brionne. C'est là que, depuis le premier jour, Luc avait su trouver le soutien des collègues de Josiane et du maire, Valérie Buriot. C'est quelque chose qui rajoute à la douleur. La douleur, elle est ravivée au moment des aveux de Luc Rabin par ce sentiment d'avoir été dupé. Bien sûr, il y a une forme de colère parce que là, on n'y croyait pas et il nous a trompés, bernés. Yannick Lucas, cadre municipal et ami de Josiane. J'ai vu des collègues être effondrés. C'est vraiment insupportable. Insupportable. Une affaire hors norme, avec au total 3 ans et 3 mois de mensonges éhontés. Alors, face aux jurés, Luc Rabin parviendra-t-il à faire oublier toutes ces manipulations? Cour d'assises de l'Eure, Évreux, 13 janvier 2015. 4 ans après la mort de Josiane Destock, c'est l'heure des comptes pour Luc Rabin, sachant qu'il encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre sur conjoint. Il fait profil bas. Pour l'avocat de la défense, il s'agit de tout mettre en place pour montrer et démontrer que Luc Rabin n'est pas un pervers, n'est pas le manipulateur que l'on décrit. C'est simplement que c'était impossible pour lui d'accepter son geste, qu'il était dans le déni total, puisque c'était trop lourd à porter pour lui. Il a été pris dans un engrenage où il a commencé à camoufler les choses et au final, il a fallu qu'il aille jusqu'au bout. Pour l'avocat de Luc Rabin, qui n'a pas souhaité s'exprimer, l'objectif était simple, obtenir des circonstances atténuantes pour que la peine soit la moins sévère possible. La défense, en fait, a joué les défauts de Luc. Stéphane Minca, journaliste spécialiste des faits divers. En appuyant sur justement son caractère peu courageux, falot, et d'être sous l'emprise de cette femme puissante, importante, belle. C'est-à-dire que Josiane va devenir une femme castratrice, humiliante, et lui va tenter de se présenter comme un gentil garçon humilié par sa compagne, qui a été débordé par ses émotions et qui commet un geste délétère. La défense de Luc Rabin tente donc le tout pour le tout. Et cela va fonctionner au-delà de toute espérance. L'avocat général réclame 20 ans de réclusion, soit beaucoup moins que la prison à vie encourue. Au terme du délibéré, le verdict tombe. Luc Rabin est condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement, donc 5 ans en dessous des réquisitions du procureur général. Cela signifie que les jurés ont retenu l'hypothèse que Luc Rabin s'est enferré dans ses mensonges pour se persuader qu'il n'avait pas commis l'acte criminel. Depuis cette tragédie, plusieurs années se sont écoulées dans ce coin tranquille de Normandie. Mais les proches de Josiane veulent conserver d'elle un souvenir lumineux. C'était une femme qui avait réussi sa vie, qui avait le droit d'être fière de ce qu'elle était devenue, de ce qu'elle avait fait. Corinne Gauthier, avocate des parties civiles.
Et c'est ce souvenir-là qu'ils veulent garder d'elle, de cette femme pétillante qui avait encore plein de belles années devant elle. Tous se sont regroupés, se sont unis, soudés. Virginie Salvetti, journaliste. Pour faire face à cette terrible histoire, pour tenter d'accepter l'inacceptable, c'est-à-dire d'avoir été trahi par l'un des leurs. À la mairie de Brionne, parmi les élus et le personnel municipal, l'émotion, là encore, est toujours intacte. Personne ici n'a oublié ce sourire et cette joie de vivre. Et Josiane, j'en garde un souvenir, le souvenir d'une personne avec une sorte de bonne humeur communicative. Il reste toujours cette image de Josiane qui était joyeuse, très conviviale, et donc j'en garde ce souvenir-là. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Il y a des maisons qui respirent encore même lorsqu'elles sont désertées. Elles suintent l'humidité, grincent sous le poids du vent, gardent dans leurs murs les murmures d'anciens habitants, mais elles survivent. Et puis, il y a celles qui ne sont plus que des cicatrices dressées au bord d'une route oubliée, un rappel muet que quelque chose de brisé s'y est produit, quelque chose que la mémoire collective a effacé par pudeur ou par peur. C'est dans l'une de ces maisons, aux abords d'un petit village français, que l'histoire a commencé, ou plutôt qu'elle n'a jamais cessé de se dérouler, étouffée derrière des cloisons qui gardaient jalousement un secret. La bâtisse, d'un gris sale, se dresse encore aujourd'hui comme une carcasse écorchée. Ses volets pendants battent contre les murs comme des ailes fatiguées, et les vitres brisées reflètent les souvenirs d'une époque où la vie semblait y couler normalement. Mais en 1969, cette maison est devenue le théâtre silencieux d'une disparition que personne n'a jamais su expliquer, jusqu'à ce qu'un détail minuscule, presque insignifiant, vienne fissurer 40 années de silence. Un fragment d'os coincé dans le ciment du salon, découvert par hasard lors de travaux de rénovation. Les archives de l'époque décrivent une société encore marquée par la fin des années 70, une France partagée entre les désillusions d'une génération et la rudesse d'un quotidien où les petites communes s'accrochaient à leurs traditions. Le village, isolé au milieu des champs, vivait à son propre rythme, un rythme lent, presque immobile, où chacun connaissait le prénom de son voisin et où les secrets circulaient plus vite que le vent. Pourtant, il y a des secrets qui se glissent sous la peau du temps, qui refusent d'être révélés, et celui de la maison abandonnée était de ceux-là. En 1969, un jeune homme avait disparu. Il s'appelait Philippe Delaunay, 22 ans, apprenti maçon, un visage banal qui ne s'imprimait pas dans la mémoire de ceux qui le croisaient. Mais ses proches se rappelèrent de lui comme d'un garçon nerveux, fragile, toujours un pas en arrière dans les conversations, toujours les yeux fuyants. Un soir d'octobre, il est parti de chez lui en disant à sa mère qu'il allait rejoindre des amis dans la maison vide, celle que tous les jeunes du coin utilisaient pour boire, fumer et se raconter des histoires qui faisaient trembler les murs de rire et de peur. Philippe n'est jamais revenu. Les gendarmes avaient mené une enquête, bien sûr. On avait interrogé les amis, fouillé les bois alentours, exploré les puits, mais rien, pas une trace. Les journaux locaux en avaient parlé quelques semaines, évoquant une fugue, une escapade mal préparée, puis le silence était retombé, épais et implacable. La maison, elle, était restée là, immobile, comme si elle observait avec ironie les hommes qui tentaient de percer son mystère. Puis, peu à peu, on l'avait désertée, comme si une ombre invisible s'était installée entre ses murs. 40 ans plus tard, lorsqu'une équipe d'ouvriers est venue pour préparer la démolition de la bâtisse, personne ne s'attendait à ce que le passé ressurgisse. Les marteaux ont cogné contre les murs, soulevant des nuages de poussière jaunie, et soudain, un bruit sec, différent des autres, a attiré l'attention. Le ciment avait cédé, et dans la fente apparue,
quelque chose de blanchâtre est tombé sur le sol. Un petit fragment, pas plus grand qu'un doigt, mais dont la forme ne trompait pas. Ce n'était pas une pierre, c'était de l'os. Les ouvriers ont arrêté leur travail immédiatement. La police scientifique a été appelée. Le fragment a été envoyé au laboratoire. Le verdict a glacé le sang de tous. Il s'agissait bien d'un os humain, un morceau de phalange appartenant à un jeune adulte, daté de la fin des années 70. Tout à coup, la vieille rumeur d'une disparition étouffée s'est réveillée. On a parlé de malédiction, de vengeance, de crime oublié. Et la maison que tout le monde évitait du regard depuis des décennies est redevenue un centre d'attention morbide, comme une scène de théâtre qui n'attendait que son public. L'affaire a été rouverte. Les archives poussiéreuses des gendarmeries locales ont été ressorties. Les carnets d'audience, les procès-verbaux d'interrogatoire, les notes griffonnées par des enquêteurs depuis longtemps morts ou à la retraite. Et derrière chaque page, une vérité plus sombre se dessinait, celle d'une enquête bâclée, de témoins ignorés, d'un silence collectif qu'on avait préféré préserver. Philippe Delaunay. Ce nom résonnait à nouveau, mais différemment. Car la découverte de cet os n'était pas seulement une preuve matérielle, c'était une faille ouverte dans la mémoire d'un village qui avait peut-être toujours su, sans jamais oser l'admettre. Les voisins parlaient à voix basse, certains baissaient les yeux, d'autres juraient qu'ils n'avaient rien entendu, rien vu. Mais les murs, eux, avaient parlé. Ce qui est fascinant dans les vieilles maisons abandonnées, ce n'est pas seulement ce qu'elles cachent, mais ce qu'elles révèlent malgré elles. Elles deviennent des archives non officielles, des coffres-forts de poussière et de ciment, où chaque fissure est une confession. En 1969, personne n'avait su ou voulu regarder assez près. En 2019, un simple coup de marteau avait suffi à briser la chape de silence. Le procureur a ordonné une fouille intégrale. Les experts ont démonté le salon pierre par pierre, comme s'ils déroulaient le fil d'un passé emmailloté dans du béton. Et plus ils avançaient, plus le malaise grandissait. Car ce premier fragment d'os n'était pas isolé. À mesure que les cloisons cédaient, d'autres morceaux apparaissaient, minuscules, comme si le mur lui-même avait avalé un corps et refusé de le restituer intact. Un puzzle macabre, une énigme à la fois archéologique et criminelle, dont chaque pièce rappelait que Philippe Delaunay n'avait peut-être jamais quitté cette maison. Et dans l'air saturé de poussière, alors que les flashs des photographes illuminèrent les ombres, une question revenait sans cesse. Comment un crime aussi brutal, aussi évident, avait-il pu rester invisible pendant 40 ans ? La découverte des premiers fragments n'était qu'un commencement, une brèche entr'ouverte dans un édifice de silence que chacun, pendant des décennies, avait entretenu à sa manière. Les enquêteurs modernes, armés de technologies que leurs prédécesseurs n'avaient pas, savaient qu'ils ne pouvaient pas se contenter d'une simple exhumation murale. Il fallait déterrer les souvenirs, confronter les habitants, traquer les contradictions, réveiller les témoins que le temps avait figés dans des versions officielles trop bien rodées. La maison, transformée en scène de crime, fut encerclée de rubans jaunes. Les techniciens en combinaison blanche s'y affairaient, méthodiques, chaque geste semblant effacer une couche de poussière, mais aussi de déni. Des caméras filmaient, attirées par l'étrangeté de l'affaire, par ce parfum d'horreur lente qui soudain retrouvait la lumière. Au milieu de ce ballet, un nom s'imposait. Celui de l'enquêteur principal, le capitaine Morel. Un homme à la voix tranchante, le visage marqué par des décennies de dossiers non résolus. Pour lui, la maison n'était pas qu'un chantier criminel, elle devenait un défi personnel, un duel avec les ombres du passé. Il ordonna de retrouver tous les anciens voisins, tous ceux qui, en 1969, habitaient encore autour de la bâtisse. Le premier à être interrogé fut un vieil homme, Monsieur Renard, 84 ans, ancien facteur. Sa mémoire, usée par l'âge, n'avait pourtant rien perdu de sa précision lorsqu'il s'agissait d'évoquer ces soirs d'automne. Ses yeux voilés s'allumèrent étrangement lorsqu'il parla du jeune Philippe. Ce garçon, je le voyais souvent traîner seul, toujours un peu nerveux. Et ce soir-là, je me souviens avoir entendu des éclats de voix près de la maison. Pas des rires, non, des cris, comme une dispute. Mais à l'époque, personne ne voulait m'écouter. Cette phrase résonna comme un écho à travers la salle d'interrogatoire. Des cris, une dispute, pourquoi ce détail n'avait-il jamais été consigné ? Morel fit ressortir les anciens procès-verbaux, jaunis, griffonnés à la hâte. Rien, pas une mention, comme si les gendarmes de l'époque avaient choisi d'ignorer une piste trop encombrante. Un autre témoin, Madame Lefebvre, ancienne institutrice, parla d'un groupe de jeunes qui, selon elle, fréquentaient régulièrement la maison abandonnée. Elle cita 3 prénoms,
dont celui de Luc Besson, pas le cinéaste, mais un voisin, fils de paysan, connu pour son caractère violent. Luc avait aujourd'hui plus de 60 ans, mais en 1979, il avait 24 ans et une réputation trouble. Les archives judiciaires révélèrent qu'il avait déjà été entendu à l'époque, brièvement, puis relâché. On lui avait demandé s'il savait quelque chose de la disparition de Philippe, il avait répondu non, et l'affaire s'était close. Trop vite, beaucoup trop vite. Le capitaine Morel décida de le convoquer à nouveau. L'homme, désormais voûté, regard durci par une vie de rancune et de travaux pénibles, entra dans la salle avec une lenteur étudiée. On aurait dit qu'il traînait derrière lui l'ombre de ses 20 ans. Morel, sans détour, lui montra la photo jaunie de Philippe. « Vous le connaissiez. Vous étiez avec lui cette nuit-là. Que s'est-il passé dans cette maison ?» Un silence lourd s'installa. Luc esquissa un sourire amer, presque un rictus. « Vous arrivez 40 ans trop tard, capitaine. » Oh, ça c'était là, mais ce sourire trahissait une peur sourde, celle de voir le passé ressurgir par-delà les murs. Il affirma n'avoir rien à voir, répéta que Philippe avait sans doute fugué, qu'on cherchait encore des fantômes là où il n'y avait que de la poussière. Pourtant, ses mains tremblaient, et Morel le remarqua. Les experts en criminalistique poursuivaient leurs fouilles. Peu à peu, le puzzle osseux se recomposait. Des fragments de côte, des morceaux de vertèbres, un fragment de mâchoire. L'identité ne faisait plus aucun doute. L'ADN, comparé avec celui de la sœur de Philippe, encore vivante, confirmait qu'il s'agissait bien de lui. Ce n'était plus une disparition. C'était un meurtre. Et l'arme du crime, invisible, semblait avoir été le silence collectif. Les psychologues criminels furent appelés pour analyser la mise en scène. Pourquoi cacher un corps dans le mur du salon? Pourquoi risquer l'évidence d'une découverte future? L'explication était glaçante. Dans les années 70, la maison n'était pas habitée. L'assassin savait que personne ne viendrait frapper au mur. Le crime s'était dilué dans l'oubli, confiant que les pierres garderaient le secret. C'était une stratégie presque archaïque, comme les sacrifices murés dans les légendes médiévales. Une façon de faire disparaître quelqu'un en le fondant dans l'architecture même, en l'annulant par le ciment. À mesure que l'enquête avançait, les récits se contredisaient. Certains affirmaient avoir vu Philippe en compagnie de Luc et de 2 autres garçons la nuit de sa disparition. D'autres disaient l'avoir croisé seul, ivre, errant vers les champs. La vérité, comme toujours, semblait flotter entre les versions. Mais une chose demeurait. Personne ne l'avait revu après cette nuit. Le capitaine Morel fit rouvrir les registres de gendarmerie. Et là, dans une annexe oubliée, il découvrit une note manuscrite, à demi effacée, signée par un adjudant disparu depuis longtemps. Une ligne seulement. Témoin peu fiable, mieux vaut éviter de creuser. Ces mots, écrits à la hâte, confirmaient que l'affaire avait été volontairement étouffée. Mais par qui et pourquoi? Et les motivations possibles affluaient. Était-ce une querelle entre jeunes qui avaient dégénéré? Un accident maquillé en silence collectif? Ou bien y avait-il derrière ce meurtre quelque chose de plus vaste? Un pacte implicite entre familles? Un secret que personne n'avait voulu briser pour préserver l'équilibre du village. Morel savait qu'il touchait à un nœud sensible, car chaque entretien qu'il menait semblait ranimer des regards fuyants, des silences complices, des souvenirs mutilés. Dans le salon éventré, les experts mirent la main sur un objet rouillé, coincé dans le ciment. Une lame de couteau brisée, corrodée, mais identifiable. Le métal portait encore des traces invisibles à l'œil nu, mais les analyses confirmèrent qu'il y avait des résidus de sang humain compatibles avec l'ADN de Philippe. Ce n'était plus seulement une hypothèse. On l'avait poignardé, puis enfermé dans le mur comme pour effacer l'acte. À ce stade, le mystère prenait une dimension presque mythologique. La maison n'était plus seulement le décor d'un crime, elle en était devenue la prison, la tombe, le complice. Et chaque pierre semblait raconter à sa manière que le mal, lorsqu'il s'installe dans un lieu, y demeure pour toujours. Pour Morel, il restait une question lancinante. Comment confronter un village entier à sa propre lâcheté? Comment faire parler des gens qui avaient choisi, consciemment ou non, de tourner la tête pendant qu'un jeune homme disparaissait? Les archives, les os, la lame rouillée, tout cela ne suffirait pas sans une confession. Et cette confession, il allait devoir l'arracher, goutte après goutte, à ceux qui avaient veillé sur le secret depuis 40 ans. Le silence des habitants n'était pas seulement un refus de collaborer, il ressemblait à une chape de plomb héritée d'un autre temps, un pacte tacite transmis d'une génération à l'autre.
Dans les cafés du village, lorsqu'on prononçait le prénom de Philippe, les conversations s'interrompaient net. Certains fixaient à leur tasse, d'autres changeaient brusquement de sujet. On aurait dit que ce garçon n'avait jamais existé, comme si le fait de l'effacer des mots permettait de l'effacer de la mémoire. Mais pour Morel, ce silence constituait une preuve en soi. Il y avait là un secret trop lourd pour être porté, un secret que l'on n'avait jamais osé confesser. Il décida alors d'interroger les familles séparément, loin des regards du village. La première convocation fut adressée à la sœur de Philippe, Marianne, aujourd'hui une femme au visage marqué mais au regard ferme. Elle avait attendu ce moment pendant des décennies, espérant qu'un jour quelqu'un vienne enfin lui dire la vérité. Elle apporta avec elle une boîte en fer rouillée, où elle avait conservé quelques objets de son frère, une montre arrêtée à 22h13, une photo où il souriait timidement, un carnet d'école avec des pages couvertes de dessins maladroits. Elle parla longuement de son frère, de sa solitude, de sa tendance à se réfugier dans l'écriture. Puis, elle lâcha une phrase qui glaça l'air de la salle. Philippe m'avait dit qu'il avait peur, pas des étrangers, pas de la nuit, mais de quelqu'un d'ici. Cette révélation bouleversa l'orientation de l'enquête. Qui, dans ce petit monde clos, pouvait inspirer une telle crainte à un adolescent ? Morel fit dresser une liste de tous ceux que Philippe fréquentait. Le nom de Luc revenait sans cesse, accompagné de murmures, de souvenirs flous. Mais il y en avait un autre, plus inattendu. Celui du fils d'un notable local, Jacques Delcourt, qui en 1969 était jeune, ambitieux, protégé par la stature de son père, conseiller municipal influent. Les archives révélèrent que Jacques avait quitté le village peu après la disparition de Philippe pour poursuivre ses études à la capitale. Pourtant, aucun interrogatoire sérieux n'avait été conduit à son égard. Morel sentit là l'ombre d'une protection, d'une intervention discrète mais décisive qui avait, à l'époque, étouffé une piste brûlante. Pendant ce temps, les experts poursuivaient leur autopsie des fragments osseux. Le squelette reconstitué montrait plusieurs fractures, des côtes brisées, une clavicule fracturée avant la mort. Le corps avait subi des coups, peut-être lors d'une bagarre. Les marques sur la mâchoire suggéraient une violence extrême, comme si on avait voulu réduire Philippe au silence avant même de l'ôter à la vie. L'image qui se dessinait n'était pas celle d'un meurtre impulsif, mais d'un lynchage, d'un acte collectif où plusieurs mains avaient frappé. Cette hypothèse résonna étrangement avec les confidences de Marianne. Philippe avait peur, non d'un individu isolé, mais d'un groupe, d'une force plus vaste que lui. Morel comprit qu'il n'était pas seulement face à un meurtrier, mais à un rituel macabre, un crime de meute. Dans les archives, il retrouva des articles de journaux locaux de l'époque, de petites brèves insignifiantes parlant de jeunes turbulents, de bagarres dans les ruelles. Rien sur Philippe. Pourtant, ces lignes anodines semblaient cacher un climat plus sombre, une violence latente que personne n'avait voulu regarder en face. Il convoqua de nouveau Luc Besson. L'homme, vieilli mais encore habité par une agressivité sourde, fut confronté aux nouvelles preuves. La lame retrouvée dans le mur, les fractures identifiées, les témoignages. Luc se raidit, refusa de parler. Mais son mutisme en disait long. Morel décida de le placer sous écoute psychologique, espérant qu'une faille, une contradiction, viendrait trahir son passé. Dans le même temps, il interrogea les plus anciens habitants. Une femme, Madame Girard, confia à demi-mot qu'à l'époque, tout le monde savait, mais que les gendarmes avaient reçu l'ordre de ne pas pousser plus loin. Elle évoqua des pressions venues d'en haut, sans jamais prononcer le nom de Delcourt. Morel sentit qu'il approchait d'un nœud de pouvoir, un crime étouffé par la peur d'un scandale, un cadavre muré pour protéger une réputation, un avenir politique. Le capitaine passa alors à une stratégie différente. Il fit revenir Jacques Delcourt, aujourd'hui un homme respectable, costume soigné, discours rodé. Face à la photo de Philippe, Jacques haussa les épaules, prétendant à peine s'en souvenir. Mais lorsqu'on lui montra la montre arrêtée à 22h13, il pâlit. Ses mains se crispèrent, il détourna le regard. Morel nota chaque tic, chaque respiration, comme un sismographe de la culpabilité. « Où étiez-vous, Jacques, cette nuit-là » lança-t-il froidement. Jacques répondit avec un calme fin. « À Paris, déjà. » Mais les registres scolaires prouvaient qu'il n'avait quitté le village qu'un mois plus tard. Le mensonge éclata, sec comme une gifle. À mesure que les contradictions s'accumulaient, l'image d'un pacte sordide se dessinait. Philippe, adolescent fragile,
avait été pris pour cible. Peut-être une humiliation, une dispute, une vengeance banale qui avait dégénéré. Mais une fois le corps sans vie, les protagonistes avaient choisi la pierre comme allié, enfermant leur crime derrière un mur. La maison était devenue leur complice muette, et le village, en silence, avait endossé le rôle de gardien du secret. Morel sortit du commissariat tard ce soir-là. Dans la brume épaisse qui enveloppait les champs, il songea à ces sociétés rurales où chaque visage cache une histoire, où chaque silence pèse comme une condamnation. Il se demanda combien d'autres Philippe avaient disparu ainsi, dissous dans l'oubli, effacés par la lâcheté collective. Il savait que ce dossier n'était pas seulement une enquête, mais une lutte contre le temps, contre la mémoire défaillante et les complicités enfouies. Et pourtant, quelque chose en lui pressentait que le mur n'avait pas encore livré tout son secret. Derrière les pierres, derrière la poussière, il y avait peut-être d'autres fragments, d'autres objets capables de parler là où les hommes refusaient. Les murs, eux, ne mentent jamais. L'autopsie préliminaire révéla que le fragment osseux provenait d'une phalange humaine, un os de doigt, rongé par le temps, mais encore porteur de traces de moelle fossilisée. L'expert médico-légal, habitué aux scènes les plus sordides, avoua avoir ressenti un frisson étrange en manipulant ce vestige. Ce n'était pas un simple morceau de squelette anonyme. Il appartenait à quelqu'un, une personne disparue que la maison elle-même avait engloutie dans ses entrailles. Les policiers, jusque-là sceptiques, comprirent qu'ils ne faisaient plus face à une simple rumeur de village, mais à un crime scellé derrière des briques depuis des décennies. Dès lors, la bâtisse changea de statut. Elle n'était plus seulement un lieu abandonné, mais un témoin muet, une scène de crime qui avait attendu 40 ans pour parler. Les archives furent rouvertes, les registres de disparition compulsés. La fin des années 70 avait laissé dans le coin des traces d'ombre, des noms jamais rayés des listes. Parmi eux, celui d'une jeune femme disparue sans laisser de mots, un soir de novembre 1969. Elle s'appelait Marianne Delaurier, 22 ans, serveuse dans un café de la place centrale, décrite comme vive, indépendante, mais fragile derrière ses sourires. Officiellement, on avait conclu à une fugue. À l'époque, les disparitions de jeunes adultes, surtout de femmes, étaient souvent traitées avec légèreté, reléguées à des désirs de liberté, à des ruptures sentimentales, rarement à des drames criminels. Mais le fragment osseux, associé à l'âge, au contexte, à la géographie, commençait à faire resurgir son nom dans les conversations étouffées des enquêteurs. Pourtant, rien n'était simple. D'autres disparus parsemaient la carte de ces années. Un ouvrier espagnol logeant non loin, jamais retrouvé après une bagarre dans un bar. Un musicien itinérant qui avait traversé le village avant de s'évaporer. Une adolescente dont on n'avait retrouvé que le vélo dans un fossé. L'os pouvait appartenir à l'un d'eux. La maison devenait le point de convergence de toutes ces absences, comme un vortex silencieux qui aurait aspiré les destins, les réduisant à des fantômes scellés entre ses murs. Les policiers décidèrent de sonder davantage. Des marteaux-piqueurs résonnèrent dans le salon, faisant voler la poussière, dénudant des pans de briques derrière lesquels on découvrit d'autres indices. Pas un squelette complet, non, mais une accumulation de fragments, des éclats d'os, certains minuscules, incrustés dans le mortier, comme si quelqu'un n'avait pris soin de démembrer, de fragmenter, d'éparpiller, pour rendre la vérité insaisissable. Cette méthode n'était pas celle d'un crime passionnel improvisé. Elle témoignait de patience, de froideur, de technique. L'assassin avait construit son œuvre macabre avec la même minutie qu'un maçon érigeant une façade. Le chef de la brigade criminelle évoqua alors d'autres affaires de murs tueurs. Il rappela le cas, en Italie, d'une femme murée vivante dans une cave par son mari jaloux, découvert 20 ans plus tard lorsque des rénovations forcèrent la pierre à céder. Ou encore l'histoire, en Allemagne de l'Est, d'un opposant au régime enterré derrière une cloison de béton par la Stasi, son corps retrouvé après la chute du mur. Dans chacune de ces histoires, la maison n'était pas un simple décor, mais une complice silencieuse, transformée en sarcophage domestique. L'idée glaça l'équipe. Le pavillon de 1969 pouvait cacher une atrocité du même ordre. Dans le village, la rumeur enflait. Les habitants, jadis indifférents à cette carcasse de béton, se rassemblaient maintenant devant les grilles rouillées, chuchotant des hypothèses, se souvenant soudain de détails enfouis. Un vieil homme affirma avoir vu à l'époque des allées et venues nocturnes, des sacs lourds portés dans la maison, mais il n'avait jamais parlé, de peur de paraître fou. Une femme évoqua un cri étouffé, entendu une nuit d'hiver, qu'elle avait attribué au vent. Ces témoignages, aussi fragiles que la mémoire humaine, formaient un chœur spectral qui enveloppait l'enquête d'une atmosphère de conte noir. Pendant ce temps,
l'analyse scientifique avançait. Les fragments osseux prélevés étaient passés au crible de la datation et des comparaisons génétiques. La moelle fossilisée, malgré les décennies, contenait encore des bribes d'ADN. Les experts savaient que cette piste pouvait être fragile, que le temps et l'humidité détruisaient tout, mais ils avaient un espoir. Confronter cet ADN aux bases de données modernes et peut-être aux descendants des disparus. C'était comme tendre un fil entre le présent et 1969. Un fil minuscule mais capable de ramener à la lumière une identité ensevelie. L'attente des résultats fut marquée par une tension extrême. Les policiers, les journalistes, même les habitants vivaient suspendus à cette possible révélation. Chacun redoutait que le fragment ne livre rien, qu'il reste muet et que la maison conserve encore son secret. Car il n'y avait rien de pire qu'un mystère entrouvert mais jamais résolu. Il se transformait alors en légende, rongeant la mémoire collective sans jamais apporter la paix. Lorsque le rapport arriva enfin, les enquêteurs se réunirent dans une pièce close. Le silence était si lourd qu'on aurait entendu une mouche voler. Le verdict scientifique fut clair. L'ADN correspondait, avec une probabilité de 99,8%, à la lignée de Marianne Delorier. La jeune femme disparue en 1969 venait de ressurgir, non pas vivante, mais par un éclat d'os scellé dans un mur. 40 ans de silence venaient d'être brisés par un fragment plus petit qu'une main, mais une révélation en entraînait une autre. Si Marianne avait été enfermée dans cette maison, qui l'y avait conduite? Et pourquoi? La question du bourreau, du visage derrière le mur, revenait frapper de plein fouet. Les regards se tournaient vers les propriétaires successifs, vers ceux qui avaient construit, rénové, habité ces pièces. Et bientôt, un nom commença à émerger, chuchoté d'abord, puis répété avec insistance. Celui d'un homme dont l'ombre n'avait jamais cessé de planer sur l'affaire, un homme que certains craignaient encore d'évoquer à voix haute. Le nom murmurait comme une cicatrice qu'on n'ose pas toucher. Henri Valmont. Ancien propriétaire de la maison, entrepreneur de maçonnerie, figure discrète mais respectée du village à la fin des années 70. À l'époque, personne n'aurait soupçonné cet homme solide, père de famille, toujours vêtu d'un bleu de travail poussiéreux, d'être lié à un crime. Pourtant, son nom revenait sans cesse dans les conversations, comme si la bâtisse et lui formaient une même entité. Les habitants se souvenaient de son regard sombre, d'une rigidité qui frisait la brutalité, et d'une épouse souvent absente des rassemblements publics, comme effacée derrière sa carrure. Les enquêteurs se plongèrent dans son passé. Valmont avait acquis la maison en 1968, l'avait rénovée, renforcée, enlevant des cloisons pour en ériger de nouvelles. Son métier lui donnait l'habileté nécessaire pour manipuler les murs, cacher, reconstruire sans que personne ne remarque rien. En 1981, il revendit brutalement le pavillon et quitta la région, s'installant dans une autre ville, officiellement pour suivre un chantier plus lucratif. À l'époque, cela avait paru anodin. Mais replacé sous la lumière de 1969, de la disparition de Marianne et de la découverte des os, ce départ prenait une couleur différente, presque comme une fuite silencieuse. Les policiers retrouvèrent des photographies jaunies. Valmont, posant devant la façade de la maison, tenant dans ses bras un enfant encore en bas âge. Derrière lui, on distinguait les murs fraîchement repeints, uniformes, lisses, comme si leur blancheur même cherchait à dissimuler quelque chose. L'image, en apparence banale, devint soudain oppressante. L'homme souriait, mais ses yeux semblaient ailleurs, perdus dans une zone d'ombre invisible. L'étau de l'enquête se resserrait. Des témoins furent convoqués, des anciens ouvriers qui avaient travaillé à ses côtés. Certains se souvenaient de soirées arrosées où Valmont buvait plus que de raison, laissant échapper des phrases incohérentes. « Il faut que tout reste dedans », aurait-il marmonné une nuit, sans contexte, déclenchant des rires nerveux. À l'époque, personne n'avait pris ces mots au sérieux. Mais aujourd'hui, ils résonnaient comme une confession déformée par l'alcool. Le dossier judiciaire révéla aussi une plainte classée sans suite. En 1969, Marianne Delorier avait confié à une amie qu'un homme plus âgé la suivait, l'attendait parfois à la sortie de son travail. Elle n'avait jamais donné de nom, mais la description correspondait étrangement à Valmont. La stature, la moustache épaisse, la démarche lente, presque pesante. L'ami avait alerté les gendarmes, mais dans un climat où l'on considérait souvent les jeunes femmes comme responsables de leurs propres mésaventures, la plainte avait été enterrée. À mesure que les indices s'assemblaient, une silhouette prenait forme, celle d'un homme double, artisan respecté le jour, prédateur silencieux la nuit. Un voisin raconta un détail glaçant. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait la rue,
il avait aperçu Valmont devant sa maison, pelle à la main, effaçant avec soin des traces de pas qui menaient à l'intérieur. À l'époque, il avait pensé à un maniaque du rangement, mais aujourd'hui, l'image se transformait en métaphore sinistre. Un homme qui voulait effacer toute empreinte de passage, toute preuve de ce qui s'était produit entre ces murs. Les policiers décidèrent d'aller plus loin. Ils retrouvèrent Valmont, vieilli, désormais à la retraite, vivant dans une petite ville du Sud. Un vieil homme frêle en apparence, mais dont le regard conservait cette dureté intacte, comme une pierre polie par le temps, mais jamais émoussée. Lorsqu'on l'interrogea sur la maison de 1969, il resta impassible. « Je n'ai rien à dire. Cette maison, je l'ai quittée il y a 40 ans. Si elle parle aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai fait parler. » Ces mots, soigneusement pesés, sonnèrent comme une provocation. Car il n'était pas dans le déni complet, mais dans une sorte de défi, comme si, même acculé, il conservait un pouvoir sur le récit. Les enquêteurs savaient qu'ils ne craqueraient pas facilement. Mais ils savaient aussi qu'ils avaient désormais un adversaire identifié, une figure autour de laquelle le mystère pouvait se resserrer. La maison, elle, continuait à livrer ses secrets. Lors de nouvelles fouilles, un détail macabre fut découvert. Incrusté dans le mortier, derrière une poutre du salon, un objet métallique corrodé apparut. C'était une bague, simple, en argent, mais gravée à l'intérieur d'un prénom. Monsieur. Les experts n'eurent aucun doute, c'était bien celle de Marianne Delaurier, confirmée par une photographie retrouvée dans les affaires de sa famille. Le mur venait de parler une nouvelle fois, et cette fois-ci, il accusait directement. Pour les enquêteurs, il ne faisait presque plus de doute que Valmont avait attiré Marianne dans la maison, qu'il l'avait piégée, et qu'il avait ensuite utilisé ses compétences de maçon pour l'ensevelir dans les cloisons. Mais il restait à comprendre le mobile. Était-ce une obsession, une passion morbide ou un secret plus vaste? Car les murs semblaient contenir plus qu'une seule histoire. Plusieurs fragments d'os avaient été trouvés, certains ne correspondant pas au squelette de Marianne. L'hypothèse terrifiait les enquêteurs. La maison n'avait peut-être pas abrité une victime, mais plusieurs. Dans les rues du village, les habitants, figés par l'effroi, regardaient leur passé se fissurer. Tous ceux qui avaient connu Valmont de près se demandaient « Qu'avions-nous manqué? Comment un homme pouvait-il cacher pareille horreur sous nos yeux ?» Mais la vraie question, lancinante, était ailleurs. Combien de secrets les murs de cette maison avaient-ils encore à révéler? Les laboratoires de médecine légale confirmèrent bientôt ce que les enquêteurs redoutaient en silence. Les fragments osseux découverts dans le mur ne correspondaient pas tous à Marianne Delaurier. Un second profil génétique se dessinait inconnu, sans identité associée dans les bases de données. C'était comme si la maison, déjà saturée d'ombre, ouvrait un deuxième gouffre dans son ventre. Une victime invisible, jamais déclarée disparue, ensevelie dans la même prison de plâtre et de ciment. Cette révélation changeait tout. Le crime n'était plus un drame isolé, mais la trace d'une mécanique répétée, une signature morbide. Les policiers reprirent alors les archives de la région, dépoussiérant les registres, examinant des articles jaunis de la presse locale. Une série d'absences étranges apparut, presque effacées par le temps. Une serveuse partie rejoindre sa sœur en 1978 et jamais revenue. Un vagabond aperçu près de la maison puis disparu sans explication. Une adolescente dont la famille, honteuse, avait parlé de fugue pour éviter les rumeurs. Chacun de ces noms, à l'époque, avait glissé dans l'oubli comme de simples accidents de vie. Mais replacés dans la lumière de 1969, ils prenaient un sens nouveau, comme les notes dissonantes d'une même partition. La maison devenait le théâtre d'un rituel macabre, un tombeau construit pierre après pierre. Les experts en criminologie dressaient un profil. Valmont n'était pas seulement un artisan du béton, il était devenu l'artisan de sa propre cathédrale de silence. Chaque mur, chaque joint de mortier pouvait être une crypte. L'idée glaçait d'effroi, car elle révélait une vérité plus dérangeante encore. L'obsession d'un homme qui, en dissimulant ses crimes dans les murs, cherchait à se bâtir une forteresse, un sanctuaire secret où la mort se confondait avec la structure même de la maison. Dans la salle d'interrogatoire, Valmont continuait de nier, son visage sculpté dans l'impassibilité. Mais ses yeux, lorsqu'on évoquait les ossements supplémentaires, se troublaient d'une fraction de seconde, imperceptible pour un regard non averti. Les enquêteurs expérimentés y virent le reflet d'une mémoire qu'il tentait d'enfouir, tout comme il avait enfoui ses victimes. Ce n'était pas seulement un meurtrier, c'était un architecte de l'oubli. Des témoins,
poussés par le tumulte médiatique, commencèrent à se manifester. Une ancienne voisine raconta qu'elle entendait parfois des bruits sourds dans la maison, tard dans la nuit, comme des coups frappés dans les murs, étouffés, presque implorants. Elle avait pensé à des travaux nocturnes, à des réparations absurdes. Aujourd'hui, elle comprenait que ces bruits pouvaient avoir été autre chose, les dernières vibrations de vies enfermées. Un ancien collègue de Valmont parla de son obsession pour le ciment. Pour lui, le béton n'était pas qu'un matériau, c'était une matière vivante, qu'il fallait nourrir, protéger. Il disait parfois qu'un mur pouvait garder un secret mieux qu'un homme. La presse s'empara de l'affaire, titrant sur « Le maçon des morts » ou « La maison des disparus ». Mais au-delà des formules chocs, c'était la peur nue qui saisissait les habitants. Certains refusèrent désormais de passer devant le pavillon. D'autres déposèrent des bougies sur le trottoir, comme pour exorciser les fantômes. Les murs, eux, restaient impassibles, leurs fissures ressemblant à des rides muettes qui narguaient les vivants. Pour avancer, les enquêteurs firent appel à une technologie nouvelle, un scanner au sol capable de détecter des anomalies dans les structures. Ce qui apparut à l'écran fut plus terrifiant que tout. Plusieurs zones creuses, dissimulées derrière les parois du sous-sol et des cloisons, indiquaient des espaces vides, volontairement scellés. Chaque cavité était une promesse d'horreur, une tombe miniature. Les policiers comprirent qu'ils n'avaient exploré que la surface de la maison et que ses entrailles restaient encore saturées de secrets. Le dilemme était brutal. Fallait-il détruire la maison pour révéler toute la vérité, au risque d'anéantir le lieu du crime lui-même, ou conserver les murs comme une pièce à conviction éternelle? Le débat divisa les enquêteurs, les magistrats, même les familles. Mais une chose était certaine. Valmont avait transformé une simple bâtisse en un mausolée de pierre, un puzzle macabre que seule la patience des vivants pouvait reconstituer. Et dans ce jeu cruel, une certitude glaçait chaque esprit. Marianne n'était peut-être pas seule. Derrière ces murs, d'autres ombres attendaient encore qu'on prononce leur nom, qu'on les arrache à l'oubli, qu'on les libère enfin du silence dans lequel un homme les avait condamnés. La maison, jadis simple demeure ouvrière, devenait le miroir de notre peur la plus primitive, celle de disparaître dans l'anonymat absolu, réduit à quelques os emprisonnés derrière un mur que personne n'ose démolir. Les premiers coups de marteau résonnèrent dans la maison comme des sentences. Chaque éclat de plâtre, chaque fissure qui s'ouvrait dans les murs était une blessure infligée au silence de 40 années. Les enquêteurs, accompagnés d'anthropologues judiciaires, avancèrent méthodiquement, section après section, conscients que derrière chaque cloison pouvait se dissimuler un fragment de vérité. Ce qu'ils mirent à jour dépassa les pires conjectures. Dans le sous-sol, derrière une fine couche de béton, se trouvaient 2 cavités soigneusement rebouchées. Dans la première, on découvrit des os longs, incomplets, appartenant à une femme d'une vingtaine d'années. Dans la seconde, des ossements plus petits, probablement ceux d'un adolescent. Le pavillon cessa d'être simplement une scène de crime, il devint un charnier. Le contraste était insoutenable, un intérieur banal, avec ses moulures défraîchies, ses tapisseries jaunies, et derrière, des tombeaux improvisés, froids et méthodiques. Les enquêteurs n'avaient pas affaire à un acte isolé, mais à une architecture du meurtre. La maison elle-même était une nécropole camouflée sous l'apparence d'un foyer, et chaque ouverture de mur arrachait au passé une victime oubliée. Chaque pierre retournée révélait l'infinie patience d'un homme qui, loin de la violence impulsive, avait choisi la lenteur, la précision, l'intégration de la mort dans la matière. Face à ces révélations, Valmont fut reconduit devant les juges. Cette fois, il n'était plus question d'un doute raisonnable. On lui lut les résultats médico-légaux, les correspondances ADN établies avec des familles qui, après 40 ans, n'avaient jamais cessé de chercher leurs disparus. Les noms surgissaient un à un comme des spectres. Claire H., serveuse disparue en 1978, Lucie B., adolescente déclarée fugueuse, et peut-être même, selon les premiers tests, un jeune garçon dont l'identité restait à établir. Chaque nom était une lame qui entaillait la façade d'impassibilité que Valmont s'efforçait de maintenir. Pourtant, il ne parla pas. Son silence devenait une arme, un mur à son tour, érigé face aux enquêteurs comme pour leur renvoyer leur propre impuissance. La presse se transforma en tribunal parallèle. Le maçon des ombres, l'architecte des disparus, titraient les unes. Les habitants de l'ancien quartier décrivèrent leurs souvenirs avec effroi. Un chien aboyant sans cesse devant la maison, des odeurs étranges, un été de 1979,
des bruits sourds étouffés par le béton. Tous ces détails, ignorés ou minimisés à l'époque, se révélaient désormais comme autant de signaux d'alerte. Mais qui, dans un village où chacun fermait ses volets à la tombée de la nuit, aurait osé imaginer que derrière ces murs s'érigeait une œuvre criminelle? Le procès se préparait comme une scène attendue depuis des décennies. Les familles, vieilles aujourd'hui, se regardaient dans les couloirs du tribunal avec la stupeur des rescapés d'une même tragédie. Leurs enfants, leurs sœurs, leurs amis avaient été confondus dans une même sépulture. Et il leur fallait désormais, malgré la douleur, reconstruire une mémoire digne à partir d'ossements exhumés. Les enquêteurs eux-mêmes n'étaient pas indemnes. Certains, hantés par la vision des ossements, confiaient ne plus supporter le silence d'une pièce fermée, comme si chaque mur pouvait à son tour dissimuler un cadavre. Dans les débats, un détail glaça encore davantage l'assemblée. Un carnet retrouvé dans les affaires de Valmont. Pas un journal, mais un simple cahier de comptes, couvert de colonnes de chiffres et de croquis de chantier. Pourtant, entre les notes anodines, des initiales apparaissaient, suivies de dates. Certaines correspondaient exactement aux disparitions. D'autres restaient énigmatiques. Fallait-il comprendre qu'il y avait encore des victimes, que toutes n'avaient pas été retrouvées dans cette maison? Ou bien s'agissait-il de codes, de repères, pour une logique que lui seul maîtrisait? Le juge d'instruction, en parcourant ces pages, comprit que le procès ne serait pas seulement celui d'un homme, mais celui d'un système entier, celui d'une époque où l'on avait laissé filer des signaux faibles, où l'on avait méprisé les alertes de femmes disparues en les réduisant à des fugues. Le monstre n'était pas seulement Valmont, c'était aussi l'indifférence collective qui avait permis à ces murs de rester debout 40 ans sans être interrogés. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, un paradoxe cruel apparaissait. C'était la maison elle-même qui, par sa lente décomposition, avait fini par trahir son secret. Les fissures, les craquelures, les bruits du vent dans les parois avaient conduit les nouveaux habitants à fouiller, à découvrir. Comme si les murs, saturés de mémoire, n'avaient plus supporté le poids du silence. Lorsque la salle du tribunal entendit pour la première fois la lecture intégrale des charges, une tension électrique parcourut l'assistance. On énuméra chaque victime, chaque date, chaque pièce d'os, chaque objet retrouvé, la bague de Marianne, un peigne rouillé, un morceau de tissu bleu incrusté dans le ciment. Ces preuves, infimes et muettes, avaient été arrachées à la pierre comme des reliques, et c'étaient elles, pas les paroles des vivants, qui condamnaient Valmont. Mais le procès n'était qu'un début, car derrière les murs de cette maison, l'ombre planait encore. Combien de secrets restaient enfouis dans les carnets? Combien de victimes sans nom attendaient qu'on restitue leur histoire? La pluie tombait ce soir-là sur les pavés d'une petite ville universitaire du sud de la France, comme si chaque goutte voulait effacer les traces d'un drame qu'on ne pouvait encore deviner. Elle s'appelait Élodie, 21 ans, étudiante en lettres modernes, un sourire fragile qui laissait entrevoir des rêves plus grands que les murs gris de sa cité universitaire. Le 12 novembre 2003, elle sortit de la bibliothèque peu après 19 heures, un sac à dos usé, un manteau sombre et ce regard distrait que beaucoup ont remarqué sans jamais pouvoir dire ce qu'il signifiait vraiment. Elle n'est jamais rentrée. Son lit est resté défait, ses cahiers ouverts sur une table où l'encre n'a pas eu le temps de sécher, disparue comme avalée par la nuit. La police fut alertée dès le lendemain, mais la mécanique administrative s'enclencha avec la lenteur habituelle. Une jeune femme majeure, libre de ses mouvements, peut disparaître volontairement. Combien de fugues, combien de départs précipités sans prévenir. Mais très vite, la mère d'Élodie insista. Sa fille n'avait aucune raison de fuir. Pas d'amant secret connu, pas de dette, pas d'ombre évidente. Et pourtant, derrière le vernis d'une vie banale, il y avait ces confidences à demi-mot, ces notes de journal où revenaient les thèmes d'une peur diffuse, d'une présence ressentie dans les couloirs du campus, de pas derrière elle dans la nuit. L'enquête s'ouvrit officiellement. On interrogea les camarades, les enseignants, le personnel du restaurant universitaire. Beaucoup parlèrent d'une jeune femme studieuse, discrète, mais certains rappelèrent une tension récente. Un professeur trop insistant, un étudiant jaloux, une rumeur d'obsession qu'on étouffa trop vite. Les enquêteurs fouillèrent en sa chambre. Rien de compromettant, sauf un carnet de notes où revenait sans cesse le mot « regarder », écrit avec une écriture nerveuse, presque hachée, comme si la main s'était mise à trembler sous la peur. Ce soir de novembre, une ombre avait englouti une étudiante ordinaire, et déjà la ville entière chuchotait. Dans les cafés, on évoquait le spectre d'un prédateur, un nouvel épisode d'une France hantée par des disparitions jamais élucidées. Estelle Mouzin, en 2003, Marion Wagon quelques années plus tôt.
Chaque histoire semblait s'empiler sur les précédentes, comme si le pays portait un cimetière invisible de jeunes visages effacés trop tôt. Les premiers jours sont toujours cruciaux. On bâtit la campagne, on fouilla les bois, on colla des affiches aux arrêts de bus. Les chiens de piste s'arrêtèrent brusquement à la sortie du campus, près d'une ruelle étroite menant vers des parkings mal éclairés. Là, aucune trace, seulement un briquet et un bouton de manteau qu'on ne put relier formellement à Élodie. Des témoins crurent l'avoir vue monter dans une voiture sombre, mais les descriptions divergeaient. Peugeot, Renault, les souvenirs se brouillaient dans la pluie et l'angoisse. L'enquête prit une tournure plus lourde. On éplucha les relevés téléphoniques. Dernier appel à sa mère, 18 minutes avant sa sortie de la bibliothèque. Une conversation banale, quelques mots tendres, rien d'alarmant. Après, le silence. Les policiers explorèrent l'hypothèse d'un enlèvement, mais aucun rançon, aucun message, seulement le vide. Le procureur insista sur la nécessité de rester méthodique. Pourtant, chaque jour qui passait sans nouvelles ajoutait une pierre au mausolée invisible de cette jeune femme. Dans les journaux locaux, les gros titres criaient « Une étudiante volatilisée, la peur sur le campus ». Les caméras se déployèrent, les visages des camarades défilaient, yeux rougis, voix tremblantes. Les mères de famille parlaient de raccompagner leurs filles le soir. Le climat bascula. C'est alors qu'un détail étrange apparut. Un étudiant déclara avoir vu Élodie discuter, quelques jours avant sa disparition, avec un homme inconnu près de la cafétéria. Grand, la quarantaine, veste de tweed, allure de professeur. Mais aucun enseignant ne correspondait. Un intrus? Un chercheur invité? L'ombre prenait forme sans se laisser saisir. Les enquêteurs fouillèrent les archives. Quelques lettres anonymes reçues par d'autres étudiantes, griffonnées à la main, laissant entendre qu'elles étaient observées, suivies. Le graphologue nota une écriture agitée, presque obsessionnelle. Mais impossible d'établir le lien formel avec Élodie. Pourtant, le spectre d'un harceleur planait. Et au fond de cette spirale, une certitude glaçante s'installait. Ce n'était pas une fugue, c'était un piège. Les semaines devinrent des mois. Les pistes s'épuisèrent. La chambre d'Élodie resta scellée, comme un tombeau muet. Les étudiants passaient devant sa porte avec un silence lourd. Certains déposèrent des fleurs, d'autres des mots griffonnés. Les médias se lassèrent peu à peu, comme ils se lassent toujours. Les gros titres firent place à de nouveaux drames. La disparition d'Élodie sombra dans la pile des dossiers non résolus. Mais pour une mère, pour un père, le temps ne referme rien. Ils continuaient d'écrire aux autorités, de coller des affiches, de parler d'elle au passé avec un vertige coupable. La police finit par classer l'affaire en attente. Pourtant, dans les couloirs du commissariat, certains agents restaient hantés. Une intuition, une pièce manquante. Puis, 2019, 16 ans après, un manteau fut découvert dans un centre de dons, plié, usé, avec une doublure déchirée. À l'intérieur, une enveloppe jaunie, scellée. Une lettre, écrite à la main, signée « Élodie ». Les mots tremblaient sur le papier. « S'ils trouvent cela, sachez que j'avais peur. Quelqu'un me suivait depuis des semaines. J'ai vu ses yeux, toujours, derrière moi. Je ne sais pas si je tiendrai encore longtemps. Pardonnez-moi. » Le choc fut immense. Une lettre datée du 10 novembre 2003, 2 jours avant sa disparition. Comment ce manteau avait-il atterri dans un centre caritatif 16 ans plus tard? À qui avait-il appartenu durant ce temps? La pièce manquante ressurgissait, et avec elle, un frisson national. L'affaire fut rouverte avec une intensité nouvelle. Les experts analysèrent le manteau. Des fibres étrangères, des traces ADN, partiellement dégradées par le temps, mais encore exploitables. Un profil génétique apparut, inconnu dans la base de données. On croisa avec des suspects anciens, rien. Mais un détail frappa. Les fibres correspondaient à un tissu spécifique rarement utilisé, celui des banquettes d'une Renault Safrane, modèle 1995. Un souvenir remonta. En 2003, un témoin parlait d'une voiture sombre, une Safrane. La piste reprenait souffle. On retraça les propriétaires locaux de ce modèle. Parmi eux, un ancien professeur de philosophie, parti à la retraite précipitamment en 2004, installé à des centaines de kilomètres. Il avait été vaguement cité dans les premiers interrogatoires, mais jamais inquiété. Ses étudiantes se souvenaient pourtant de son insistance, de ses regards trop longs. La police le plaça sous surveillance. Dans ses affaires, on retrouva d'anciens carnets, des notes cryptiques, des dessins de jeunes femmes, des phrases inquiétantes. Observer pour comprendre, comprendre pour posséder. L'ombre devenait chère. L'interrogatoire fut un choc. L'homme nia, mais son regard fuyant trahissait l'obsession. On évoqua Élodie,
Il serra les mâchoires, puis se perdit dans des digressions philosophiques sur la liberté, la peur, le désir. Pourtant, les preuves s'accumulaient. L'ADN retrouvé dans le manteau, combiné à des fibres de son véhicule, dessinait un cercle qui se resserrait autour de lui. Des témoins oubliés réapparurent. Une ancienne étudiante affirma avoir reçu des lettres anonymes en 2002, avec la même écriture que celle des notes saisies chez le professeur. Le graphologue confirma, c'était lui. L'édifice commençait à s'effondrer. Mais une question restait béante. Qu'était devenue Élodie? Son corps n'avait jamais été retrouvé. Sans lui, la vérité demeurait incomplète. Les fouilles reprirent. Bois, lac, parking abandonné. En 2020, un chien spécialisé marqua un talus près d'une ancienne carrière à 10 km du campus. Là, sous un amas de pierres, on retrouva des ossements. Les analyses confirmèrent, c'était Élodie. La boucle se refermait, dans une douleur incommensurable. À côté des restes, un pendentif offert par sa mère confirma l'identité. La scène racontait une lutte brève, une violence soudaine. Et puis le silence, enterré sous les pierres comme sous l'oubli. La France redécouvrit l'affaire. Les journaux titrèrent « Disparition d'une étudiante en 2003. La lettre retrouvée brise 16 ans de silence ». Les images de l'époque ressurgirent, confrontées à un coupable désormais vieillissant, usé, mais toujours porteur d'un regard froid. Le procès s'ouvrit en 2021. La salle vibrait d'une tension presque insoutenable. La mère d'Élodie prit la parole. « Ma fille avait 21 ans. On lui a volé sa vie, ses rêves. Aujourd'hui, je veux la vérité. » L'accusé resta impassible, parfois hautain, citant Nietzsche, parlant de l'inéluctable. Mais face aux preuves, son vernis craqua. Le verdict tomba. Coupable d'enlèvement, séquestration et meurtre. Réclusion criminelle à perpétuité. Pourtant, au-delà de la justice, il restait le vertige. Combien d'années perdues? Combien de regards ignorés? Combien de signes minimisés? L'affaire Élodie devint un symbole des failles de l'époque, de ses disparitions trop vite classées, de ses voix trop souvent étouffées. Et au-delà du procès, une image demeure, celle d'une lettre oubliée dans la doublure d'un manteau, dormant 16 ans dans le silence, comme une bouteille à la mer lancée par une jeune femme en détresse. Cette lettre fut son ultime cri, son ultime appel, et c'est elle qui fit surgir la vérité des ténèbres. L'histoire d'Élodie n'est pas seulement celle d'un crime, mais celle d'une mémoire. Elle rappelle que la vérité, même enfouie, trouve toujours un chemin pour remonter à la surface, comme un corps sous les pierres, comme une encre qui refuse de disparaître. Et dans le vent des couloirs universitaires, certains disent encore entendre son pas, ce pas fragile qui s'interrompit une nuit de novembre 2003, mais qui continue d'avancer, par-delà le temps, dans la quête inlassable de justice et de lumière.